Bonjour à tous, bienvenue. Le Festival Histoire de l'Art est très heureux de vous accueillir pour sa 9e édition. Donc nous accueillons ce matin Mariala Elma, qui va nous faire une présentation dont l'intitulé est August Strindberg, peintre et photographe. Voilà, très bonne conférence. Good morning. Bonjour. Je vais vous parler un peu d'Auguste Strindberg en tant que peintre et photographe. Vous savez tous probablement que Strindberg était dramaturge et écrivain, mais il était également peintre et photographe. Et cette conférence va traiter de ces aspects de son travail fascinant dans le domaine des arts visuels. Et en fait, dans cela, il était formé par des idées scientifiques et occultes. Il était motivé par un désir d'explorer la dimension poétique de la nature et le pouvoir créateur de la nature. Ces peintures expérimentales, ces photos, en fait, représentent une vision basée sur des idées philosophiques, scientifiques également. Il était très intéressé par le rôle joué par la chance dans la créativité artistique et le rôle de la nature également. Cette conférence est en partie fondée sur un article qui a été publié l'année dernière dans ce volume, L'occulte dans l'art, la littérature et le cinéma moderniste, qui a été publié par Bacton et Johnston. L'intérêt de Strindberg dans l'occulte est très connu et a été le sujet d'un certain nombre d'articles académiques. L'impact de l'occulte sur sa pratique artistique a été traité moins régulièrement. Cet attrait pour l'occulte, en fait, voit son expression dans le livre Inferno, publié en 1897, où dans ce livre, tout le livre apparaît comme un monde occulte. À l'époque, Strindberg avait atteint en fait une impasse en ce qui concerne le naturalisme et il devait découvrir une autre façon de percevoir le monde afin de continuer à travailler. Et je crois que ces expériences dans le domaine d'art visuel ont joué un rôle décisif dans ces peintures. Au cours de cette période Inferno, ces images, en fait, se dirigeaient vers de nouveaux champs et domaines. Il s'est en fait intéressé par l'idée d'intégrer le monde à la surface et ce qui se passait en dessus. Donc, il pensait que la peinture et la photographie l'aideraient dans ce domaine. Il a publié beaucoup d'articles, d'essais sur ses pratiques artistiques sur la base de ses intérêts scientifiques et occultes. Il a utilisé cette association de l'occulte et du darwinisme afin de définir une hypersensibilité artistique dans le domaine de l'évolution de l'homme. Selon ce point de vue, l'évolution de l'art et le développement personnel de l'individu et le développement de l'espèce étaient tout interconnectés. Et le développement et l'éducation des sens étaient considérés comme étant la clé de la transition vers un niveau d'être plus élevé.
En fait, il pensait que lorsqu'on serait on aurait atteint des niveaux plus élevés, le monde nous serait plus approprié. Et en fait, il essayait d'aller au-delà des états normaux, vers la transe, le délire. Dans ces moments-là, on pouvait être plus sensible à cet état futur de l'être. Au cours des années 80, les activités artistiques de Strindberg dans le domaine de la peinture et de la photo sont devenues de plus en plus expérimentales. Et ceci, en fait, a culminé dans la recherche des forces invisibles de la vie et ce qui a influencé son utilisation des techniques photographiques. La capacité de Strindberg de traiter l'inconscient dans son œuvre artistique et sa technique d'art a été expliquée dans un essai court qu'il a publié en 1894 dans lequel il parle du rôle de la chance et de l'aléatoire dans la création artistique. Dans cet article, il explique la création de la production artistique comme processus organique qui est contrôlé par l'imagination créative plutôt que par le conscient. Et il se réfère à un conte de fées d'un jeune garçon qui rencontre une nymphe dans les bois. Et en fait, ce n'était que son imagination qui lui jouait des tours, parce qu'en fait, ce qu'il voyait, c'était un tronc d'arbre. Mais Strindberg disait qu'il avait vécu, en fait, des expériences semblables lorsque l'inconscient commence à nourrir les perceptions sensorielles. Et cela, en fait, lui permettait de faire une analogie avec la peinture moderne. J'ai ici une citation de ce texte dans le français d'origine, rédigé par Strindberg lui-même. Il avait publié cela en français. Et vous allez voir que dans ce paragraphe, le français peut être un peu étrange parfois, mais c'est du français de Strindberg. Je vais le lire en anglais et l'interprète ou vous-même, vous pouvez lire le français. D'accord? Et cela afin de vous donner une idée de ce qu'il pense. D'abord, on n'aperçoit qu'un chaos de couleurs. Puis cela prend un air, ça ressemble, mais non, ça ressemble à rien. Tout d'un coup, un point se fixe, comme les noyaux d'une cellule. Cela s'accroît, les couleurs se groupent autour, s'accumulent. Il se forme des rayons qui poussent des branches, des rameaux, comme font les cristaux de glace aux fenêtres. Et l'image se présente pour le spectateur qui a assisté à l'acte de la procréation du tableau. Et ce qui vaut mieux, la peinture est toujours nouvelle, change d'après la lumière, ne lasse jamais, se rajeunit, douée du don de la vie. Fin de citation. Ici, Strindberg écrit d'un phénomène général de l'art de cette période, mais en même temps, il fait référence à ses propres pratiques en tant que peintre. Il offre également une description détaillée de la création même du tableau du Wonderland de 1894. Voici le tableau Wonderland. Maintenant, c'est peut-être et peut-être pas un récit réel et véritable de sa production artistique, mais cela vous donne quand même une idée de l'esprit créateur. Il explique en fait qu'il démarre avec une idée vague d'un dessin où vous voyez l'ombre d'un coucher de soleil. Ensuite, il commence à distribuer les couleurs avec son couteau de palette. Il dit qu'il n'utilise pas de brosse, en fait. Et là, je vais vous lire encore une fois la traduction anglaise de ce qu'il a dit en français. Et je cite, « La toile est couverte, je m'éloigne et regarde. Bigre, je ne découvre point de mer. Le trou illuminé montre une perspective à l'infini, de lumière rose et bleuâtre, où des êtres vaporeux, sans corps ni qualification, flottent comme des fées à traîne
à traîne de nuages. Le bois est devenu une caverne obscure, souterraine, barrée de broussailles. Et le premier plan, voyons ce que c'est. Des rochers couverts de lichens introuvables et à la droite, le couteau a trop lissé les couleurs qu'elles ressemblent à de reflets dans une surface d'eau. Tiens, c'est un étang parfait. Une touche ça et là avec le doigt qui réunit les couleurs récalcitrantes, fond et chasse les tons crus, subtilisés, évapore et le tableau est là. Donc on voit l'imagination de l'artiste en action. Il y a un processus qui alterne entre créateur et celui qui perçoit, la création et des actes inconscients. En fait, la création simule organiquement le processus créateur de la nature. Mais en même temps, il y a l'alternation des rôles. On a en fait la conscience de l'artiste dans la production. Ce qui est significatif ici, c'est le rôle central qu'il donne à l'esprit inconscient dans le processus de création. Il suggère clairement que l'esprit inconscient est en contact avec une réalité extrasensorielle et qui permet en fait le processus artistique qui imite la créativité de la nature. Il utilise le métaphore du noyau d'une cellule pour décrire la création en tant que processus organique. Cette métaphore suggère une association entre la créativité artistique et les processus créatifs de la nature. Et ici, cela fait référence au concept dual de la nature. Et ceci, bien sûr, a également été utilisé par d'autres artistes du 19e. Et il faut savoir que Natura Alturata et la création par l'homme et Natura créative, c'est la création de la nature même. Donc, en fait, pour pouvoir créer, pour s'unir à la créativité de Dieu, il faut s'associer à la nature. Et donc, en fait, c'est une approche naturaliste que Strindberg pousse encore plus loin. La formule pour l'art de l'avenir, selon Strindberg, est d'imiter la nature de près et tout particulièrement imiter la façon de créer de la nature. Et la nature a toujours une approche créatrice, innovante, c'est toujours nouveau. Et en fait, la nature est toujours en état de devenir, comme un être vivant. Et ni sa signification, ni son côté naturel et fixe. Et en fait, on a d'autres présentations du processus de création dans l'art symboliste du 19e siècle. Très souvent, c'était nourri par des concepts occultes tels que des doctrines et l'idée de l'existence d'énergie invisible. Il y avait également des formulations psychologiques concernant la nature dynamique du cerveau humain avec ses dimensions conscience, inconscience. Et dans un livre, Potential Images de 2002, Gamboni a comparé la méthode de Strindberg à d'autres artistes dont l'aspect du travail fini correspond à sa genèse qui, en fait, illumine le processus de conception. Les œuvres d'art créées ainsi ont toujours su que leur signification n'était pas fixe. Mais pour August Strindberg, il y a différents niveaux de signification qui sont classés de façon hiérarchique. Vous avez une signification ésotérique
qui est compris par l'artiste lui-même et une signification exotérique qui est compris par les autres. Dans ce tableau Wonderland, la signification exotérique, en fait, semble être en fait une œuvre qui présente un paysage, tandis que la signification ésotérique veut que ce tableau représente la lutte entre la lumière et l'ombre. Pour Strindberg, une œuvre d'art n'existe pas en tant que chose en elle-même. L'existence d'une œuvre d'art dépend entièrement de l'imagination. Elle existe en raison d'une pratique créative et sa réception est également liée à une pratique de perception imaginative. Dans cette méthode, l'esprit inconscient est invité à contempler l'œuvre artistique et ceci est plutôt lié au réalisme du XXe siècle. Vous savez que les surréalistes ont essayé de libérer l'imagination créative en utilisant des produits psychotropiques, en fait. Et ici, dans cette approche, on voit en fait la méthode utilisée dans l'art mystique. Strindberg s'intéressait à l'idée d'une communication télépathique et il était au courant en fait d'expériences psychologiques qui étaient faites pour prouver l'existence d'un tel phénomène. Dans ses premiers écrits, lors de sa période naturaliste, Strindberg avait considéré l'imagination comme étant dangereuse, comme étant une force hallucinatoire. Mais on voit que maintenant, ce n'est plus le cas. Le concept de l'imagination avait été le sujet de débat au cours du XIXe siècle et l'orientation scientifique du naturalisme qui a émergé au cours du siècle était considérée comme suspecte par rapport au fonctionnement mécanique du cerveau. Mais ce retour de l'intérêt pour l'occulte faisait qu'il y avait en fait une attitude positive vers cette imagination romantique. Pour Baudelaire, avec l'interprétation esthétique de Swedenborg, l'imagination, en fait, était la reine des facultés, en fait, ce qui, en fait, transformait l'artiste et la vision de l'artiste en œuvre d'art. Baudelaire, bien sûr, définissait l'imagination comme étant la capacité de percevoir les correspondances mystiques entre le physique, les mondes physiques et invisibles. Pour Baudelaire, l'imagination n'était pas purement subjective, mais basée en fait sur un langage universel inné qui pouvait être communiqué. L'imagination créative telle qu'elle a été conceptualisée par les romantiques, en fait, transforme l'image de l'art comme concept créatif. Au cours de la fin du XIXe siècle, on met l'accent sur l'inconscient. Il y a une compréhension moderne de l'art comme étant dynamique et très puissante, car cela a la capacité de changer la perception de la réalité. La pratique photographique expérimentale de Strindberg illustre des parallèles directs avec ses tableaux. Ce n'est pas surprenant que quelqu'un tel que Strindberg passait librement entre les mondes de l'art et de la science et qui serait en fait fasciné par les techniques modernes de la photographie.
Vous savez que les appareils modernes scientifiques tels que le télescope et le microscope pouvaient percevoir des choses que l'œil nu n'arrivait pas à voir. Lorsqu'on voit en fait les vibrations des formes et autres phénomènes invisibles qui pouvaient être visualisés par les scientifiques et les adeptes de l'occulte. Très souvent, ils arrivaient à produire des images très esthétiques. Et les artistes qui avaient cet attrait pour l'occulte et le mystique, tels que Strindberg, trouvaient cela très stimulant du point de vue intellectuel. À un niveau, Strindberg était motivé par l'espoir d'établir en fait une preuve scientifique pour les phénomènes occultes. Et il était fasciné par le potentiel artistique de la photographie. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le désir de Strindberg d'explorer en fait le jeu entre les éléments passifs et actifs du processus créatif était vu dans ces tableaux. La photographie, en raison de son caractère passif et de la reproduction mécanique, demeurait au niveau de service à la créativité, parce que c'est l'élément passif de la créativité qui permet d'imiter la nature en création. Et ainsi, cela pouvait pénétrer les besoins se trouvant en dessous de la surface. Strindberg ne voulait pas utiliser des lentilles, en fait. Il préférait composer, créer ses propres outils pour la photographie. Il optait pour une exposition directe sans faire appel à des appareils mécaniques. Ces méthodes expérimentales ont été utilisées à la fois dans la photographie scientifique et occulte qui cherchait à enregistrer des phénomènes invisibles. Strindberg a remarqué que lorsqu'on avait des solutions de bromure qu'on laissait évaporer, les résidus, en fait, créaient des cristaux qui ressemblaient à des plantes, etc., comme vous le voyez ici sur cette photo. Il avait l'impression que ces formations de cristaux imitaient la matière vivante. Le photogramme était créé en plaçant le verre sur un papier photographique. Ici, vous avez en fait un exemple de ce qu'il appelait les célestographes qu'il créait en fait en exposant la plaque de verre directement à la lumière. Mais alors, Strindberg ne crée pas des photographes dans le sens habituel. En fait, ici, on a l'impression d'astres célestiaux. Et cela est le résultat de particules microscopiques dans l'air. Et ici, avec Strindberg, on a la confirmation de sa vision occulte de l'univers où il y a une correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Strindberg a découvert dans la photographie un média extrêmement utile pour explorer la relation entre l'art, la science et l'occulte. Et lorsque il posait des questions de subjectivité, l'existence de l'âme, la vie et la mort étaient toutes introduites dans le jeu de ces idées. Lorsque Strindberg a commencé à faire des autoportraits, il était en fait influencé en partie par le besoin de prendre le contrôle de son image publique. Dans les années 1880, il a produit des photos de sa famille et de lui-même chez lui.
En fait, on connaît très peu du processus photographique même et on ne sait pas qui a pris ces photos, par exemple. Parfois, il a peut-être été assisté par sa femme, mais dans certains cas, il utilisait en fait une approche de photographie avec temporisation et avec un système de retardement en fait. Et il est clair ici que les photos sont posées et que en fait, vous savez, la technologie de l'époque n'était pas suffisamment avancée en fait pour pouvoir faire des photos spontanées. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de jeux de rôle ici, conscients. Mais ces images reflètent sa croyance dans le pouvoir créatif existentiel de la photo. Dans ses autoportraits tardifs, en fait, son approche est très différente de ceux qu'il avait développés dans la série Gasthaus. En plus, les photos plus tardives de Strindberg cherchent en fait à montrer l'essence même de sa personnalité, où on a des couches successives qui sont en fait retirées pour montrer le cœur même de sa subjectivité. C'est en fait ces expériences avec les célestographes et les cristallographes montrent qu'il croyait en fait dans le pouvoir de la photographie d'offrir des preuves objectives. Avec ces photos, Strindberg essaye de capturer l'âme humaine en utilisant différentes techniques, des techniques qu'il utilise. En fait, il s'intéressait au transfert des pensées. Il pensait que les photographes pourraient avoir un pouvoir télépathique. Cette croyance n'est pas inusitée lors du 19e siècle. Beaucoup de personnes croyaient cela. En 1905, il a commencé à travailler avec le photographe suédois Herman Andersen et avec son aide, il a pu remplir son rêve de vie, c'est-à-dire de produire des photos à taille humaine. Et il faisait cela soit en refotographiant et ensuite en élargissant ses photos, soit il utilisait ce qu'on appelle le Wunderkamera, qui est un appareil photo sans lentille, parce que vous savez, il ne faisait pas confiance aux objectifs. En fait, lors de cette période de collaboration avec Andersen, Strindberg a fait toute une série de photos. Vous savez qu'il était convaincu qu'en prenant des photos de lui-même avec la Wunderkamera, il photographiait son âme. Les portraits produits par Strindberg au cours de cette période réaffirment en fait l'idée d'un contact très proche entre l'image et l'objet, ce qu'il avait déjà expliqué dans ses œuvres de cristallisation. Ces techniques photographiques ont en fait résulté dans une conception très artistique de l'image, en fait. Et ici, vous avez des images avec une vraie valeur artistique. Il a testé différentes méthodes pour minimiser le superflu et montrer l'essence même du sujet. Cette approche reflète l'attitude en fait de cette époque où il voulait ne pas faire attention aux détails. Cette pratique visuelle, comme nous l'avons vu, fait appel au process non conscient et laisse la place à l'imagination créative à la fois de l'artiste et du spectateur. L'attention entre le sujet et l'objet
et l'objectif entre l'individu et l'universel est révélé dans la photographie de Strindberg. Et cela reflète les discours psychologiques concernant la structure du cerveau, en fait, humain. Et l'essence de l'être n'est plus dans le visible, mais est plus précisément dans ce qui n'est pas visible. Comme avec ses peintures, les photos de Strindberg essayent d'étudier la frontière entre le matériel et l'immatériel. Les objectifs d'une photo en fait peuvent être remis en question plus facilement que celles d'une peinture. Une photo est quelque chose qui est entre le matérialisme et l'immatérialisme. Il faut savoir qu'il y a toujours une tendance pour la photo de montrer le doigt vers l'original, en fait. Et cette question est devenue plus aiguë dans l'époque des images numériques. Mais cela a toujours fait partie fondamentalement de la photographie. Dans les portraits photographiques de Strindberg, cet élément d'immatérialité est très lié à un fort sentiment de présence. Et la magie de la photographie, telle que perçue par Strindberg, permettrait à la personne dans la photo d'être réellement présente et peut-être plus présente que s'il était réellement présent physiquement. Et sur la base de ces sentiments de philosophie monastique, en fait, il n'y a pas de vraie distinction entre matière et esprit, et l'immatérialisme de l'être ne peut être capté par un objet matérialiste. Une image photo qui existe déjà à la frontière de ces concepts permet l'expérimentation. Vous savez, la qualité abstraite des célestographes est tout de suite apparente. Mais lorsqu'on regarde les photos à partir des années 1890, elles montrent la même tendance à transformer l'image photographique en média symbolique, avec un potentiel de représenter à la fois les sentiments et les idées. Il y a eu une tendance de voir la production artistique de Strindberg comme étant tout à fait originale et isolée par rapport au reste du monde de l'art. Si il a fait quoi que ce soit, en fait, il a été considéré comme un précurseur de l'abstraction du XXe siècle. Toutefois, l'intérêt de Strindberg dans les arts visuels a été très bien documenté tout au long de sa vie et il a été dans les cercles artistiques de Stockholm, Paris et de Berlin. Il a socialisé avec les artistes de ses temps comme Paul Gauguin et Edvard Munch. Et il a également été suggéré que certaines des méthodes de travail de Strindberg, par exemple ses techniques rudimentaires, sa tendance d'utiliser des couteaux de palette au lieu d'utiliser des brosses, des pinceaux, son manque de formation en tant qu'artiste, en termes stylistiques, son travail a directement vraiment divergé de la plupart des artistes à l'époque. Mais si on prend en considération les idées théoriques qui ont guidé ses pratiques, il ne semblerait plus être aussi isolé. Ses autres collègues comme Munch et Gauguin ont sans doute influencé Strindberg dans son art et dans sa créativité visuelle. Harry G. Carson a également donné des approches sur la production artistique de Strindberg, bien que lui, il se soit concentré sur le réveil en tant que dramaturge après la période infernale. Selon Carson, Strindberg, en tant qu'artiste visuel, pensait toujours qu'il avait plus de liberté d'utiliser son imagination. Carson
affirme que les pratiques artistiques de Strindberg pendant la période infernale lui a donné un sens de cette imagination créative et ainsi il a pu découvrir une nouvelle approche dans son travail en tant que dramaturge. Mais les pratiques artistiques de Strindberg ne doivent pas être considérées comme un instrument qui lui ont permis d'écrire de nouvelles parties dans son écriture. Et ici, mon objectif a été de démontrer que sa production artistique a une certaine valeur en tant que soi. Et pour le comprendre, il faut examiner son art à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et dans ce contexte, lorsque les idées artistiques et occultes se sont liées les uns aux autres. Dans sa pratique de peinture et scientifique, Strindberg était poussé par ce motif d'exprimer l'inexprimable. Et ça, c'est une mission qui a été partagée par les artistes modernes, les occultes et les scientifiques également. Une bourse récente a souligné l'importance de ce réveil occulte et ils ont imaginé des théories psychologiques dans la formation du programme esthétique du symbolisme. Il y a également eu une tendance de réexaminer les relations entre le symbolisme et le modernisme. Dans ces années pionniers de 1900, Phyllis A. Daberher a décrit cet art comme une représentation symbolique où il y a une correspondance entre l'artiste, son état subjectif et émotionnel et la totalité de la nature. Et c'est une interaction qui peut être conceptualisée de façon psychologique et en termes occultes. Les deux ont souligné la nature subjective de la vision et la possibilité de l'esprit humain d'opérer ces symboles visuels. Comme je l'ai dit ici, une interaction similaire entre la subjectivité et la nature informe la compréhension de Strindberg sur ce processus artistique. Il est important de se souvenir qu'il a souligné le rôle du hasard, de la chance, mais ses méthodes de travail n'étaient pas fait au hasard, comme ça a été décrit de temps en temps. Lorsqu'il pouvait prendre contrôle du processus, en fait, ce n'est pas une force hasardeuse. Selon son système de croyance, chaque détail de son existence avait une signification pour ceux qui pouvaient déchiffrer les messages qu'il voulait transmettre. Donc, on ne peut pas nier que l'œuvre artistique de Strindberg était extrêmement originale, mais il y a également des parallèles dans l'art de cette période. Son art fait partie du questionnement des normes établies de la représentation pictoriale et ceci s'est poursuivi dans l'histoire de l'art moderne. Et le résultat, c'est qu'il y a eu de nouvelles formes d'expression artistique telles que l'art conceptuel, les spectacles ou les installations qui ont souligné le processus créatif plutôt que l'objet matériel et a décrit le rôle actif au spectateur. Donc, pour pouvoir apprécier la signification artistique de la production artistique de Strindberg, il faut aller au-delà de l'apparence visuelle. Au lieu de le considérer comme un génie isolé et un avant-gardiste de l'abstraction, il vaut mieux regarder Strindberg comme quelqu'un, un artiste, un moderniste de la fin du 19e siècle et un occulte. Il s'est inspiré d'un grand nombre de sources occultes et scientifiques dans ses photographies. Strindberg a reflété des choses dans le domaine subjectif et objectif. Et il a parlé de la matérialité du travail de l'art et des dimensions spirituelles également. Dans sa formulation de ce processus créatif, le rationnel et le conscient sont perdus de façon temporaire. Mais cette perte de contrôle permet à l'individu d'avoir un contact avec un niveau plus large et fondamental de l'être humain. Ce modèle de créativité artistique où l'imagination créative est poussée par des impulsions créatives. En fait, ça, c'est une théorie symboliste et cela prévaut même si ce n'est pas articulé en termes occultes.
Avant de vous donner la parole pour vos questions, je vais saisir cette opportunité pour vous parler d'un projet de recherche et je suis membre de ce projet. Ça s'appelle Uden Etsia en finnois. Rechercher le nouveau en anglais. Et c'est un projet de recherche sur l'ésotérisme et les transformations religieuses en Finlande pendant cette ère. Et c'est un projet pluridisciplinaire qui explore l'histoire de l'ésotérisme en Finlande. Vous pouvez nous trouver en ligne. Vous voyez l'adresse ici et vous pouvez nous suivre sur Facebook. Donc, il y a eu une conférence merveilleuse à Göteborg, en Finlande, sur l'ésotérisme et le mysticisme. Et il y aura une publication. Ça a été co-organisé avec l'Institut Donner. L'Institut Donner, qui est un institut de recherche qui se concentre sur les recherches religieuses. Et ils organisent également de très grandes bibliothèques ésotériques dans les pays scandinaves. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de thème, vous pouvez suivre nos activités en ligne. Mais maintenant, je pense que nous avons le temps pour quelques questions. Et si vous voulez poser des questions en français, faites-le-moi savoir pour que je puisse utiliser le casque. Parce que je ne parle pas très bien le français. Je comprendrai sans doute la question, mais je ne pourrai pas vous répondre en français. Maria Sakaria, je viens de Helsinki, je suis directeur du musée Ataria. Merci Maria, c'était vraiment une présentation très intéressante. Et je me demandais, parce qu'à la fin du 19e siècle, dans le domaine de la psychologie, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Des questions sur l'inconscient, le conscient, etc. Est-ce que vous pensez que Strindberg était conscient de ces mouvements également? Et quels étaient ses liens avec la psychologie? Merci pour cette question. C'était une très bonne question. Et je voulais vraiment souligner le côté occulte des choses ici. Mais Strindberg était également conscient de ces théories psychologiques. Il a lu Ribot, par exemple. Mais c'est vraiment très intéressant de voir comment ces artistes ont interprété ces écritures scientifiques. Ils ne les ont pas lues de la façon dont nous le comprendrions, la psychologie scientifique aujourd'hui. Mais ils les ont lus et les ont interprétés de façon occulte ou de façon artistique. Je pense que c'est une meilleure façon d'expliquer cela. Donc, c'est quelque chose qu'ils pouvaient utiliser pour leur production créative. Mais Strindberg était également très intéressé par la science en tant que telle. Et il a fait des expérimentations chimiques et il les a publiées. Certains ont même été publiés dans des journaux scientifiques. Mais la plupart étaient publiés dans des journaux d'occultisme. Il était également très intéressé par le travail de Hentekel et la philosophie monastique. Donc, il avait tous ces intérêts qui pourraient sembler très différents pour nous de nos jours. Mais à son époque, c'était tout très relié, en fait, les uns aux autres. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé des liens entre Odino Breton et les travaux de Strindberg. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire davantage, parce que je ne me souviens pas si Odino Breton avait fait des recherches sur l'occulte. Mais il était intéressé par la nature, l'évolution. Et je voulais savoir si vous pouviez nous en dire davantage. Merci.
Oui, merci pour cette question. En fait, lorsque j'ai mentionné Rodin, je me référais au travail de Dario Gamboni. Donc, il a fait cette comparaison et je m'y suis référée parce que ça avait du sens pour moi. Mais ce n'est pas une ressemblance visuelle. Ils avaient les mêmes idées sur la créativité, comment c'est lié au processus naturel. Et je pense que Rodin avait les mêmes idées, les mêmes que celles de Strindberg. Il était intéressé par la nature, l'évolution et ce genre de thèmes, mais il le voyait également par cette perspective qui peut être décrite comme étant l'occulte. C'est très typique pour les artistes de cette période. En fait, ils ne s'engageaient pas vraiment dans un mouvement particulier ou dans une religion spécifique. Ils sautent de l'un à l'autre pour obtenir des idées. Certaines idées étaient scientifiques et d'autres occultes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci, oui, pour cette présentation. Donc, pour rebondir sur cette question d'Odilo Redon, Odilo de Redon était très apprécié par les surréalistes, comme vous l'avez dit, et je me demandais si les surréalistes savaient que Strindberg existait. Est-ce qu'ils connaissaient le travail de Strindberg? Parce qu'il y a un lien très clair dans le travail de Strindberg et le travail des surréalistes. Oui, c'est également une très bonne question. En fait, je ne connais pas la réponse. Je ne pense pas qu'il connaissait grand-chose. Peut-être qu'il y avait des liens indirects entre Strindberg et les surréalistes, mais je ne pense pas qu'il y a un lien direct. Mais peut-être que si on fait un peu plus de recherche, on verra qu'il y a des liens. Il y a eu cette nouvelle vague de recherche. On a vu des liens entre le surréalisme et l'occulte, mais on doit encore effectuer beaucoup de recherches pour en savoir davantage. Moi, je pense qu'il y a des liens plus forts entre les idées du 19e siècle et l'art du 20e siècle. Mais tout cela, on n'a pas encore fait assez de recherches. Mais le surréalisme n'a pas vraiment eu beaucoup de succès en Suède, où bien sûr il y avait un mouvement surréaliste, mais ce mouvement est arrivé plus tard. Et je pense que dans le contexte suédois, il n'y avait pas vraiment un fort lien avec Strindberg. Je pense qu'il savait que Strindberg était un peu vieux jeu à l'époque. Mais dans son travail de dramaturgie, c'est-à-dire dans Dream Play, là, il y a des liens directs entre le surréalisme et Strindberg. Donc, peut-être que ces idées artistiques, peut-être qu'ils ont regardé son travail en tant que dramaturge, parce que Carlsen a dit que cette expérimentation artistique avait un très gros impact sur la façon dont il a commencé à penser son écriture pendant la période infernale. Merci. Merci pour votre présentation. Pour en revenir à votre référence, les images potentielles, est-ce que vous avez en tête quelques références que vous pourriez partager avec nous pendant cette période, lorsqu'il était photographe? Donc, des images potentielles, dans quel sens? Désolée, la personne n'utilise pas de micro. Dans la photographie, je me référais
à ces tentatives de photographie où vous avez quelque chose en toile de fond que vous ne pouvez pas vraiment voir. Vous ne pouvez pas décerner ce qu'il montre. Et Gamboni se réfère à cette connexion également dans son livre. Mais l'idée d'image potentielle, c'est aussi très lié à ces peintures. On n'est pas vraiment sûr de savoir ce qu'on voit sur ces peintures. Je suis désolée, la question est posée sans micro. Merci. Et je pensais également à d'autres artistes, d'autres écrivains pendant cette période qui seraient dans ce champ d'images potentielles, de la science. En fait, si vous lisez le livre de Gamboni, vous allez trouver beaucoup de références là-dessus. Il parle de Redon, par exemple, Gauguin. En toile de fond, il y a ces formes qui apparaissent, des formes abstraites. Et donc, dans l'interprétation de Gamboni, c'est une caractéristique centrale. C'est quelque chose qu'on voit tout au long de l'histoire de l'art, mais il atteint son point de culmination pendant cette période. Oui, je voudrais revenir aux influences que Strindberg aurait pu avoir, parce qu'à l'époque, il y avait des idées théologiques qui étaient très fortes et il y avait beaucoup d'artistes qui ont suivi cette façon de penser, ces réflexions, cette théosophie comme Annie Besant. C'est l'écrivain qui a écrit le livre sur la pensée et les formes. Donc, est-ce qu'il avait des connexions avec la théosophie ou est-ce qu'il a nié ce courant théosophique? En fait, il était un peu suspicieux au sujet de la théosophie. C'est une formulation moderne. Il n'était pas très intéressé par Madame Blavatsky. Peut-être parce que c'était une femme, tout simplement. Mais en même temps, il employait les mêmes idées et c'est un point assez complexe parce que si on regarde ce qu'il dit lui-même, il n'était pas intéressé par la théosophie. Mais si on lit ce qu'il a écrit, en fait, il a utilisé exactement les mêmes idées. Très bien, je vous remercie de votre attention et pour vos questions. Merci.